tous, en direct de la paroisse Bon Berger de la télévision, deuxième, 13h35 à la paroisse Christ-Roi d'Adéti, Coplé, même heure à la paroisse Saint-François, Saint-Pierre et Paul de Yadet. C'est l'heure de la messe médiatique autour de 4 chapitres, à savoir le forum des agriculteurs, la rencontre du chef de l'État avec les directeurs régionaux des services déconcentrés, la problématique des fêtes nationales au Togo et la guerre russo-ukrainienne. Comme invité, j'ai de part et d'autre de moi Adam Djouronou, directeur de publication du journal en double parution Vision d'Afrique à ma gauche, à votre droite, Komi Mayaba à ma droite, à votre gauche, directeur de publication du journal Symposium, également en double version. Je vous prie de vous joindre à moi pour leur souhaiter une amicale et aimable bienvenue et surtout une bonne et heureuse année 2023, puisque c'est la première fois qu'on se voit courant cette année 2023 qui vient de commencer. Je vous souhaite à vous, à vos familles respectives et à vos collaborateurs une prompte et une accidente de santé, bonheur, succès et surtout longévité. Les organes de presse trouvent des annonceurs, des annonciateurs ou des annonceurs pour vous accompagner afin que cette revue de presse qui est nourrie par vos parutions puisse aussi trouver matière à réfléchir. Bonjour, madame. Monsieur Eric, merci beaucoup pour servir. D'abord, merci également d'avoir pensé à nous. Et surtout, nous partagons ce vœu-là également avec les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre, de nous monter quelquefois cette remarque qui nous permet également de nous améliorer pour le bonheur et la beauté de l'information. Donc également à vous, pareil, parce que sans annonceur également, les journaux ne pourront pas survivre et naturellement notre présence serait quand même problématique sur ce plateau. Donc nous souhaitons ardemment, véritablement cette année que nous avons beaucoup d'annonceurs pour la suivi de nos organes. Merci à vous. Oui, merci. De me répéter comme le confrère l'a dit, quand nous nous joignons à vous également pour présenter à travers vous toute la direction de la télévision deuxième qui fait la fierté de tous les Togolais et de ceux de la diaspora, puisque vous êtes sur le web, YouTube, voilà, Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux. Et également pour dire qu'au cours de cette année, comme veut, nous souhaitons qu'il y ait du meilleur. Du meilleur, c'est quoi? Parce que vous savez que nous traversons plusieurs situations, des situations de crise qui affectent tous les secteurs d'activité. Le monde médiatique n'est pas épargné. Et nous souhaitons qu'avec cette nouvelle, avec la réforme de notre code qui nous invite à être aujourd'hui, comme c'est fait de façon effective avec des sociétés de presse, que à travers cette réforme-là, qui est véritablement de la matière ou du travail ou peut-être des annonceurs comme on l'a déjà annoncé, pour que nous ayons effectivement la matière dans le cadre de notre profession, qu'on fasse un travail professionnel et que nos collaborateurs, puisque je ne les emploie pas, nos employés, mais nos collaborateurs, que nous puissions travailler en parfaite symbiose, pour que le travail, le monde de la presse connaisse un aboutissement pour le meilleur de tous les Togolais et de ceux de la diaspora et du monde entier. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie et j'espère que vous continuez. Nous continuons tous ensemble, peuple togolais et du monde entier, à résister à la fameuse janvier. Le mois de janvier n'a jamais été
tout repos pour le citoyen togolais et avec tout ce qui comporte nos confrères qui sont sur le terrain, qui pour assister à l'enterrement d'un proche ou d'un parent, qui pour participer ou assister aux funérailles d'un proche ou d'un parent ou ami, puisque c'est le moment, ils sont nombreux partis vers l'intérieur du pays pour accomplir ce rituel qui est un rendez-vous avec nos morts. Merci à l'équipe technique qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Ibrahim Maki au cadrage, Emmanuel Lagou qui nous prête cette main de maître pour nous mettre en orbite et être vu partout dans le monde. Appelez-moi Eric Tanander, Eric donc de la Grande Royale de Tanander, prince héritier de la Bina. Après d'accord, c'est à Thiédier que l'honneur revenait d'abriter une rencontre de haut niveau autour de l'agriculture, tout comme à Dapao, le chef de l'État, Fort Essozumania Sindé, a procédé lui-même au lancement des travaux de ce forum hier samedi. Pourquoi cet intérêt accordé à l'agriculture par les plus hautes autorités de la nation togolaise? La question est posée à mes invités ici présents. Il n'y aura pas de revue de presse. Nous allons tout droit à nos commentaires ici. Alors, Adam, pourquoi cet intérêt vraiment accordé à l'agriculture par les plus hautes autorités de notre pays après les multiples lancements des structures, les IPAD, les IFAD, les autres? Aujourd'hui, c'est les forums qui se suivent, sinon les forats qui se succèdent. Avant-hier, c'était à Dapao, et puis hier, quand je dis avant-hier, il y a une semaine de cela. Et hier, c'était à Thiédier que le chef de l'État Fort Essozumania en personne a voulu lancer un forum ou participer entièrement à un forum. Il était toute la journée, d'ailleurs, hier, à Thiédier, dans le cadre de ce forum dédié aux agriculteurs. Bien évidemment, heureusement que j'y étais également. Oui. Et je pense que le président Fort Sindé est en train de répondre à un engagement ou à une promesse qu'il a donc à faire aux agriculteurs au monde de l'agriculture agricole. Il a dit que dans les choix de politique publique de notre État, depuis les luttes, d'ailleurs même après les indépendances, il s'est avéré que l'agriculture est donc le centre de tout développement. Et je pense que malgré les différents gouvernements que nous avions connus, il y en a ceux qui ont fait beaucoup d'efforts en ce sens-là. Et si nous faisons une petite comparaison avec d'autres pays, et naturellement le pays qui nous vient la plupart du temps en tête, c'est la Côte d'Ivoire, où pratiquement qui ont eu quand même à scruter certains pans de cette politique-là ont compris que la Côte d'Ivoire est arrivée à ce niveau grâce à son agriculture. Et pourquoi ne pas implémenter donc cet exemple-là? Et comme je le disais tantôt, dans la planification, le choix politique du gouvernement, sinon d'un gouvernement successif depuis l'avènement du président Fort au pouvoir, c'est vrai que cette agriculture-là était au centre de toutes les actions. Et vous allez comprendre que ces derniers temps, c'est vrai que plus que d'autres également, il est beaucoup plus sur le terrain. Mais au niveau des projets et programmes, vous allez constater également qu'il y a un grand financement qui est accordé donc à ce secteur-là. Donc c'est justement pour dynamiser, donner plus de confiance. Et avant même ce forum qui se passe dans les régions, puis d'abord c'est une nouveauté, puis ça avant, nous savions qu'on regroupait les agriculteurs dans ce forum, dans ce regroupé, etc. Mais après donc 2020 et lorsqu'on prenait surtout le programme de ces deux sociétés planifiées donc par le candidat à l'époque Fort Sindé, aujourd'hui président de la République, lui-même a eu quand même à donner souvent les potentialités de chaque région, donc a affecté un certain nombre
de programmes, projets sur donc ces régions-là. C'est ce qui a conduit naturellement à organiser ces forums-là, puisque c'est vrai, chaque région a ses potentialités, mais également les expériences ne sont pas les mêmes. Pour davantage inciter ces agriculteurs-là, leur dire, d'abord les écouter, puisque d'abord c'est un échange de partage. Hier, j'avais vécu en tout cas toute la journée que le chef de l'État a eu après la cérémonie publique. Voilà, après la cérémonie publique, donc retiré en d'abord, c'était les premiers acteurs qu'il a eu quand même à rencontrer. Et donc, dans les échanges interactifs directs entre le chef de l'État et ce monde-là, l'opportunité donc était offerte à tous les agriculteurs de pouvoir donc poser toutes leurs questions et pourquoi pas les doléances qui freinent donc ce secteur ou les aléas qui peuvent donc constater dans l'exercice de leur profession de chaque jour. Mais bien avant, comme je le disais, c'est vrai que c'était une parenthèse. Vous allez constater que lorsque nous prenons surtout le côté du coton, depuis un certain temps, il y a eu même au niveau du billet, c'est vrai qu'il y a un prix universel qui se donne, mais le gouvernement, même pour inciter dans ces paysans-là, a eu quand même à affecter. Donc on a constaté qu'il y a eu rajout au niveau donc, du prix global à l'international. Mais il a encore ajouté, bon, c'est un secteur qui est suivi directement par la présidence. Et je veux dire, le ministre qui est aujourd'hui au centre, au carrément, au niveau même du concept d'administration de ce secteur-là. Ceci étant, c'est pour justement montrer à la population togolaise que voilà, ce secteur-là, c'est un secteur qui est au centre des politiques publiques et dont les jeunes, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a encore, même si nous savons qu'il y a cet engouement-là qui anime les jeunes, sachant pertinemment que c'est un secteur qui est pouvoir non seulement d'emploi, mais qui peut vous amener à pouvoir véritablement survivre et ne pas vivre, hein, je veux dire, et non pas survivre. Et donc, ceci étant, donc pour montrer cet engouement-là, le chef de l'État lui-même veut donc aller à la rencontre de ces agriculteurs-là ou ces agripreneurs pour leur dire que voilà, je suis avec vous. Et donc c'est un secteur que personne aujourd'hui ne doit mettre de côté. C'est un secteur qui peut vous permettre véritablement, un secteur libéral qui peut véritablement vous permettre de se à tous vos besoins, mieux que dans d'autres secteurs que les gens ont tendance aujourd'hui à privilégier que d'autres. Donc c'est justement ce qui motive grosso modo le gouvernement à pouvoir véritablement donc aller à la rencontre donc, de ces agriculteurs région par région, juste pour dire que voilà, les potentialités de chaque région diffèrent d'une région à une autre et donc les réalités également diffèrent. Mais je voudrais bien vous écouter également sur cette question. Monsieur le Président de la République aurait bien voulu envoyer son ministre en charge du secteur, mais pour les deux rencontres, il a pris lui-même son bâton de pèlerin. Cela voudrait dire bien de choses. Hein. Oui, bien évidemment, parce que quand vous voyez lors du discours de vœux qu'il a eu à prononcer le 31, je crois qu'il a mis l'accent sur ces forats-là, dans les 5 régions, je crois. Il a promis, et aussitôt après ses vœux, avec ce discours de vœux, il a lancé, et ça a commencé par d'avant, où il y était personnellement. Et je crois qu'il met l'accent dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous savez que le Togo, c'est un pays essentiellement à 80% agricole. Quand on dit c'est un pays agricole, puisque aujourd'hui, les gouvernants savent aussi que pour résoudre le problème de chômage, pour résoudre un certain nombre de problèmes liés aux difficultés inhérentes que nous connaissons dans nos pays et dans nos États, il faut inciter la jeunesse vers ce domaine-là, le domaine de l'agriculture. Alors, comment entreprendre dans ce domaine-là? Je crois qu'il y a des programmes, projets que les gouvernements avaient déjà planifiés et ont mis en place. Au nombre de ces programmes, actuellement, ces programmes sont toujours d'actualité, mais il faut également accompagner et donner il faut accompagner et inciter les jeunes, justement inciter les jeunes, le monde agricole à quand même mettre l'accent là-dessus. Vous voyez même aujourd'hui avec la PIA, la plateforme industrielle d'agriculture, vous savez qu'il faut transformer. Avant de transformer, pour produire. Il y a une unité de transformation. Justement. Donc,
avant de transformer, il faut produire. Oui. Et donc, qui doit produire? C'est le monde du pays, des paysans, ou c'est les agriculteurs qui doivent aller vers ce domaine. Et je pense que dans ce domaine-là, le chef de l'État met l'accent parce que on sait aujourd'hui que dans toutes les politiques que nous connaissons, quand nous pouvons pour freiner l'élan ou pour freiner ce que nous appelons le chômage, les difficultés, la pauvreté, éliminer tout ça là, il y a cet aspect-là qu'on doit décrypter et pour trouver des solutions au fur et à mesure. Et donc, après Dapamon, il était avant-hier, ou c'est hier à Thiévier, hier seulement à Thiévier, où il a eu à rencontrer, à discuter des échanges avec... que c'est à Takpamé. Oui, semaine prochaine. Voilà. Ce sont les régions. Dans tous les cas, c'est les régions. Il a parlé de 5 régions. Oui. Ça doit se faire dans les 5 régions. Et je pense comme il a commencé, il doit y être dans les 5 régions pour rencontrer, discuter de façon prompte et puis de façon directe avec ce secteur-là, enfin, ces agriculteurs-là. Aujourd'hui, ce qui est important, après ces rencontres-là, le chef de l'État doit être au parfum des difficultés auxquelles sont confrontés ce monde-là. Et donc, prendre des initiatives pour corriger. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens peinent à aller vers l'agriculture? Parce que les gens trouvent le secteur, un secteur rudimentaire, qu'il y a trop de difficultés liées. Quand on dit tu es agriculteur aujourd'hui, l'agriculture ne se fait pas comme ce que les gens ont connu. Et il faut d'abord... C'est pourquoi de temps en temps, on change la dénomination. Avant, on parlait de cultivateurs. Voilà. Après, on parle de paysans. Dans tous les cas, aujourd'hui, on parle de acteurs de l'agriculture. Agriculteurs. Donc, ça change de la terre. Donc, vous voyez, c'est pour inciter les gens à ne pas considérer le secteur comme un secteur avilissant. Justement, merci pour le mot. Et donc, je pense à mon avis que ça doit interpeller plus d'un, et en même temps, il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions pour permettre à ces gens-là de s'intéresser à la terre. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, tout ce dont nous avons besoin se retrouve à la terre. Et dans la terre, il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de pays, même quand vous prenez les États-Unis, je crois que c'est 3% des agriculteurs qui nourrissent tous les États-Unis et même exportés. Cela voudrait dire qu'il y a un travail qui est fait quand on dit agriculteur, un seul agriculteur ou un seul comment vous appelez le agripreneur, voilà, peut avoir même des outils ou des matériels qui puissent permettre de prendre d'engranger un grand nombre, une grande superficie pour comprendre. Donc, je crois à mon niveau que le chef de l'État va prendre des dispositions dans ce sens-là pour inciter surtout la jeunesse à s'adonner à la terre. Justement, et à s'adonner à la terre, je voudrais dire que justement, il faut... pour ne pas vous arrêter, justement, ce qu'on constate, c'est que cet engouement et cet engagement des plus hautes autorités du pays contraste avec le manque d'intérêt et surtout de motivation de la part des jeunes à se donner à ce secteur-là. Oui, je pense que sur le plan politique, je ne crois pas que ce soit le cas. Mais si nous parlons de la réalité, c'est vrai, c'est une évidence relevée. Puisque lorsque vous prenez les jeunes, lorsque même vous les interrogez individuellement, il est très rare que qu'un puisse donc vous dire que voilà, dans ces planifications à venir, c'est l'agriculture. C'est très difficile, c'est une évidence. Mais au même moment, je pense que aujourd'hui, la manière dont les choses se font, c'est ce qui a manqué par le passé. Puisque moi, je l'ai toujours dit, lorsque vous prenez on lance un concours, par exemple un concours de l'administration publique par exemple, j'ai toujours vu 3 motivations qui obligent les gens à pouvoir aller. D'abord, le manque de l'emploi, évidemment, c'est le premier acte, mais il y en a également qui ne vont pas parce qu'ils n'ont pas d'emploi, mais justement parce que leur emploi n'est pas aussi considéré, valorisé comme cela se doit. Mais d'autres également, c'est justement pour faire d'autres expériences ailleurs qu'ils y vont. Donc ces 3 catégories existent dans ceux qui donc passent ces concours-là. Mais je me dis, est-ce que ce deuxième groupe, concernant le fait que le secteur n'est pas valorisé, voilà pourquoi ils vont. Donc il appartient au gouvernement de changer de paradigme. C'est ce qui est en train d'être fait. Si les gens sont justement bien considérés,
dans l'exercice de leur profession. Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi ils vont vouloir véritablement également aller bomber ce groupe-là. Ils vont être à l'aise dans ce qu'ils font. Donc moi je pense que ce qui se fait aujourd'hui, c'est leur donner plus de la valeur. Puisque tout le monde sait pertinemment que au niveau de la valeur pécuniaire, ce que cela donne en termes de rentabilité, tout le monde est d'accord que l'agriculture est le mieux payant aujourd'hui. Mais pour autant, personne ne veut l'embraser. C'est vrai qu'entre-temps, nous parlons de la méthode archaïque qui rendait le secteur assez difficile. Pénible, voilà, qui noble. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est plus totalement le cas. Ce n'est plus le cas parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'individuellement, les gens n'ont pas les outils nécessaires. Mais lorsque nous prenons les groupements, moi, je viens d'un secteur très agricole. Nous savons qu'il y a toujours des outils qui font dans la rotation pour aller labourer, faire d'autres choses également. Lorsque vous voyez les dons qui sont donnés, ces dons-là ne sont pas donnés seulement aux individus, mais ce n'est pas des groupements. Et justement, toute la population bénéficie. C'est vrai qu'il y a des quotas exigés en termes de ce qu'il faut donner, etc. Mais aujourd'hui, nous savons pertinemment que la manière dont le regard est porté sur ce secteur-là permettront à ceux qui vont s'engager dans ce secteur-là de ne pas dire que c'est un secteur avilissant et donc vous allez le faire avec beaucoup d'engagement, si bien que parce que vous êtes pris en compte dans les politiques. Lorsque les instants décisionnaires viendront, on ne vous oubliera pas également. Puisque vous avez de la matière, comme on le dit, c'est l'argent qui est d'abord le pouvoir de la décision. Vous avez l'argent et donc justement vous intervenez aussi dans les grandes décisions du pays. Donc c'est ce qui manquait. Je pense que cette portion-là est en train d'être sautée déjà et je pense que c'est une bonne chose. Et désormais surtout, moi je le disais, il y a un sondage qui a estimé que lorsque vous prenez l'agriculture dans nos pays sous-développés, y compris également le Togo, c'est un sondage récent qui a prouvé que ce sont ceux qui travaillent, les grands fonctionnaires, qui investissent plus dans l'agriculture. C'est les moyens en fait. Voilà. Donc ils ont les moyens, ils ont également des terres. Donc aujourd'hui, je pense que notre politique également foncière n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais justement, il faudrait quand même qu'on puisse permettre à ce jeune-là de disposer également des terres. Puisque également, c'est le grand problème. Puisque les gens se sont engagés, ils ont envie, mais ils n'ont pas. Voilà. Il n'y a pas de voilà. Donc c'est facile de dire que voilà, nous avons des terrains arables, etc. C'est vrai, mais comment avoir donc à être en possession assez de ces terrains-là. Donc c'est ça également le grand goulot d'étranglement également. Mais je pense que beaucoup de choses sont en train d'être faites et sont déjà faites qui permettent véritablement à ces jeunes-là qui veulent s'engager d'avoir accès à des terres, sans oublier la politique du ZAP qui pour moi est un très bon projet qui permet d'abord d'avoir de grandes superficies emblavées pour faire des productions intenses. Donc je pense que désormais ce boulot-là est sauté et je pense que c'est de la valeur qui est en train d'être donnée à un secteur qui avait été pendant longtemps négligé en termes de prise en compte de grandes décisions du pays. Oui, mais c'est vrai que dans votre développement précédent, vous avez légèrement embrayé là-dessus, mais je reviens un peu plus là-dedans. Il y a certains qui se posent une certaine question par rapport à cette initiative du chef de l'État. D'aucuns pensent que l'argent que l'État prend pour organiser ces forêts, ça et là, c'est des sous, aurait bien servi à financer les projets à financer les jeunes ou les agriculteurs pour non, en fait, cette question, oui, c'est vrai que les gens, enfin, ils ont raison aussi de poser ces questions parce que à un moment donné, il faut quand même s'arrêter et réfléchir autrement. Oui. Le chef de l'État le faisant, c'est comme si on dit tout le monde veut entreprendre et on prend de l'argent à qui on veut, on lui donne. Alors quand ça se passe comme ça, la rentabilité, on ne verra pas la rentabilité. Et donc aujourd'hui, il faut d'abord savoir sensibiliser, il faut d'abord être proche des populations pour comprendre justement les difficultés auxquelles ils sont confrontés avant d'envisager des solutions ou des approches de solutions à ce sens-là. Et donc je crois que la communication, cela voudrait dire que aller sensibiliser, aller écouter, aller échanger avec des acteurs
c'est un outil qui, à mon avis, doit être mis au premier plan. Oui. Et donc, en le faisant, c'est pédagogique. Oui. D'abord, en recensant ces difficultés, le chef de l'État prend en compte, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels qui étaient méconnus du chef de l'État ou qui étaient méconnus des hautes autorités, de plus hautes autorités, des gens de décision. Juste, oui, non, vous savez, le débat n'est pas dans le sens du problème du ministère seul. Parce que quand on parle du monde agricole, ça prend encore, c'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, ça prend encore plusieurs secteurs, plusieurs ministères sont impliqués dans ce secteur, parce qu'il y a l'entrepreneuriat qui est dedans, il y a l'agriculture qui est dedans, l'économie même rentre en jeu. Donc je crois que ça prend en compte tous les ministères, enfin la plupart des ministères sont impliqués dans ça. Il y a le social aussi qui y va. Donc à mon avis, la rencontre directe avec les acteurs n'est pas une mauvaise chose en soi, mais sauf que l'inquiétude que posent ces gens-là, je la comprends, mais dans un autre sens. On aurait souhaité peut-être que après ces rencontres, que ça ne soit pas des paroles, que ce soit des actes qui soient posés véritablement. Parce que quand on initie, c'est vrai que le confrère a évoqué un sujet sur lequel je suis d'accord avec lui, mais d'autre côté aussi, je vois que aujourd'hui, si vous avez la panoplie de programmes, de programmes qu'on a initiés dans le secteur agricole, c'est beaucoup de projets. Actuellement, il y a certains projets aussi, certains programmes aussi qui sont venus et surfer ou pas surfer, qui sont venus s'ajouter sur ceux qui existaient. Quand on prenait, et comment ils appellent le projet là, le PADAT. Non, PADAT existait. Il y a les AP, voilà, les AP, les zones agricoles, les zones planifiées. Voilà, agricoles. C'est des zones, c'est des programmes actuellement. Même les jeunes, vous savez, le concours récent, le dernier en date, qu'on a recruté les gens, les jeunes, les agriculteurs, oui, il y a un monde, enfin, il y a un personnel dédié qui s'occupent véritablement de ces programmes-là. Et à chaque fois, ils sont là pour visiter les zones, pour voir comment il faut réactualiser ce qui existait comme programme. Parce que dans ce sens, l'inquiétude aujourd'hui, c'est de beaucoup de moyens que les gens mettent. Quand on parle des programmes, c'est beaucoup de sous dans tous les cas. C'est beaucoup de sous. Mais les gens veulent voir la traçabilité. Est-ce que ça bénéficie, ça vient aux bénéficiaires directs? Est-ce que les gens n'orientent pas ces programmes à d'autres fins pour orienter ça à d'autres fins qui ne sont pas, qui ne vont pas dans le sens même orienté voulu par les financiers ou les partenaires. Donc je pense bien que dans ce cas-là, il faut réinventer la roue. Il faut revoir la donne pour voir quelles sont les inquiétudes qui sont faites. Qu'est-ce qui a fait que tel programme n'a pas pu marcher. Donc dans ce sens-là, les techniciens doivent s'ajouter. Il faut le suivi aussi de tout le monde, Le chef de l'État, je crois qu'avec le suivi qu'il est en train de faire, avec la volonté, avec le pragmatisme qu'il a mis devant, je crois qu'ils vont prendre en compte les différents, à différents niveaux, les solutions qui seront envisagées pour que ce monde-là puisse avoir des solutions évidentes, parce que au-delà de tout, nous tous nous savons que sans l'agriculture, nous ne pouvons pas être sur ce plateau, parce que tout vient de la terre. Et donc, à travers cela, nous devons encourager, il faut développer des politiques qui puissent permettre aux gens de s'intéresser véritablement à la terre et de produire pour avoir la productivité aujourd'hui. Elle est faible au Togo, mais nous pensons qu'avec les politiques qui sont en train de développer, ça va inciter les jeunes à aller vers le secteur et produire. Après avoir produit, il faut consommer localement et il faut qu'on arrive à avoir des excédents pour exporter et pour que nous puissions aller dans le sens même du vrai, dans le sens vrai du développement agricole. Une chose est de produire, parce que l'autre aspect aussi, quoi produire, c'est aussi ça le problème. Et comment le produire? Parce que vous avez aujourd'hui, je crois, le bol de maïs est au-delà de, autour de 1000 francs, 800, 1000 francs. Donc cela voudrait dire que si les gens ne savent pas, on n'arrive pas à expliquer ce qu'il faut produire, si tous les produits vivriers, on risque demain de s'orienter vers les produits de rente. Et ça doit être un danger pour nous, parce que les gens vont vouloir trouver de l'argent et finalement, ce qu'il faut pour vivre et chercher de l'argent, on ne l'aura pas. C'est justement à cette question que je m'apprêtais à vous poser. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'agriculture, oui, mais les produits vivriers que nous connaissions classiquement et de quoi nous vivons sont devenus
des espèces en voie de disparition. Je nomme le maïs, le mil, le sorgho, le haricot, l'igname, si ce n'est pas notre grand bassard qui continue par en produire, sont en voie de disparition au profit de ce que vous savez, le soja, entre-temps le coton, qui aussi, entre-temps, avait perdu son élan, mais qui est en train de retrouver ses lettres de noblesse grâce à ce que vous releviez, la revue à la hausse du kilo de coton. Mais ça aussi, c'est un autre problème. J'espère que cela aurait été, puisque vous y étiez, également au centre des discussions. Que font des produits vivriers dans ce secteur agricole? Vous savez, permettez avant de répondre à cette question-là de rebondir sur l'autre aspect de question que vous avez posé à mon confrère concernant le pourquoi il y a des mauvaises langues qui estimaient que l'organisation de ces foires-là n'était pas donc opportun et qu'il fallait donc peut-être utiliser cet argent-là pour investir à autre chose. Mais vous savez, lorsqu'un budget est fait, un budget, on dit c'est toujours le fonctionnement et l'investissement. Et donc, lorsqu'on dégage un budget, c'est vrai qu'il y a le fonctionnement qui prend en compte naturellement ces programmes et projets dont il parle qu'on pouvait donc investir. Mais l'investissement concerne également le fait d'envoyer des gens se former, le fait de pouvoir faire ces organisations-là pour réellement partager les expériences et améliorer peut-être la rentabilité de quelqu'un qui, au regard de sa méconnaissance d'un certain nombre de technicités, puis donc relever un tant soit peu son niveau. Donc il faudrait quand même que les gens comprennent le bien fondé de souvent ces remises à niveau, ces ateliers, puis également c'est la question qui se pose au niveau administratif. Donc ceci étant dit, il faudrait quand même qu'on puisse donc dissocier les deux choses, l'investissement et le fonctionnement. Et ces forats-là sont pris en compte dans l'investissement, donc cela existe. Ça ne voudrait pas dire qu'on a oublié les autres aspects. Donc maintenant, rebondissons. Je suis sûr que ceux qui émettent ces inquiétudes-là ont trouvé satisfaction. Tout à fait. Maintenant, revenons donc à votre question. C'est vrai que lorsque vous prenez aujourd'hui les évaluations qui sont faites au niveau du ministère de l'Agriculture, puisque là, ils ont une direction qui est chargé de la statistique, ça veut dire les statistiques agricoles sont bien connues au Togo. Mais ce dont vous faites référence, c'est vrai, le coût de ces produits-là ne veut pas fondamentalement dire que il y a manque de ces produits-là. C'est vrai que certains produits, visiblement, pour véritablement donc, le constater que sont des produits que les agriculteurs ne s'y intéressent pas. Mais lorsque vous prenez ces produits vivriers, vous savez, lorsque vous prenez nos régions, chaque région a sa spécificité. C'est vrai. Et pendant vous prenez chez moi, c'est le café cacao. Mais pour autant, il n'y a pas de famille où vous irez où la famille là vous dira, compte tenu du fait que nous avons vraiment une politique qui est beaucoup plus orientée sur le café cacao et que cette famille là n'a pas, non au-delà du maïs, puisque bon, ce n'est pas la grande spécialité, mais chaque famille a son champ de manioc qu'il a toujours pour manger durant toute l'année. Donc partout ailleurs c'est comme ça. Donc on ne va pas dire parce qu'il y a coton et vous irez peut-être à Montien demander à une famille qui n'a pas du riz parce qu'on a augmenté le prix du coton, c'est inexistant, puisque tout va de pair. Bon, ayant fait également la localité, nous savons comment ça se pratique. Avant le coton, nous faisons toujours le maïs. Et c'est sur le maïs que nous mettons. Voilà, nous mettons le maïs. Donc pour ça, toute famille, c'est que quel que soit les produits de rente là, c'est au niveau du fait que nous avons aujourd'hui on a parlé de la plateforme industrielle d'Adikou et la transformation également où les pouvoirs publics sont aujourd'hui appelés à véritablement investir dans la transformation, puisque c'est ce qui fait que nous n'avons pas assez de rentabilité sur les produits finis. Nous produisons les produits finis et c'est avec fierté que nous apprenons d'ailleurs même qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de vouloir transformer plus de 50% de sa production cacaoyère, ce qui n'existait pas par le passé. Dans le niveau des familles, quel que soit le coût qu'on donnera, vous êtes un père de famille, vous n'allez jamais vous départir de la production vivrière, mais sauf que on aurait bien voulu augmenter les superficies emblayables pour avoir des excédents pour donc vendre. Mais les excédents n'ayant pas, mais quand même au niveau des familles,
Vous allez chez un agriculteur, il a toujours de quoi nourrir sa famille. Donc, c'est la planification politique oblige aujourd'hui à pouvoir donc augmenter les prix pour véritablement donc aller vers cette transformation-là. Mais pour autant, également, nous sommes dans l'ère du temps. Étant donné que aujourd'hui la vie est devenue chère, il faut faire en sorte que ces produits-là également connaissent une petite... pour permettre à l'agriculteur de vivre, ne va pas faire. Puisqu'il y en a qui ont choisi de ne jamais faire, par exemple, en voiture, vous avez qui ont choisi de ne jamais produire le coton, quel que soit le coût que vous donnez. Ils produisent plus le haricot, le maïs. Il faut augmenter ce coût-là pour lui permettre aussi de vivre de ça. C'est ce qui fait que ces augmentations n'impliquent pas réellement le fait qu'on n'a pas ces produits-là. Ça aussi, c'est une évidence. On peut véritablement aussi la vérifier au niveau de la statistique agricole. Oui, je voudrais écouter Merba là-dessus. Vous êtes de la région de la Caram, plus précisément, la Mina. Lui, il a parlé de... Il a trouvé que effectivement les gens ont des raisons de privilégier sans pour autant négliger la position classique. Oui. Constatez-vous à votre niveau. Non, c'est vrai ce qu'il a développé comme la prétend argumentaire. Je suis d'accord avec lui. Sauf qu'à un niveau, vous savez, ce que nous constatons au-delà de tout, lorsque l'on produit pour la consommation locale, c'est-à-dire juste les produits vivriers, maïs, chez nous souvent c'est le maïs et puis le mil. Le mil, tu penses, avant c'est le mil. Actuellement avec les problèmes de choses, le maïs aussi est venu puisque le Grand Nord, enfin le Nord ne connaissait pas trop le maïs. Il y a cela plus de... Il y avait le mil, tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est le maïs et aussi c'est un gros problème parce que sans l'engrais aujourd'hui chez nous tu ne peux pas pouvoir cultiver du maïs et ce problème d'engrais, vous connaissez la récurrence de la chose. Donc je crois bien que ces questions, quand nous disons il y a le prix qui augmente, à ce niveau je suis d'accord avec le confrère pour dire que d'abord c'est à deux niveaux. Quand on augmente les prix, c'est pour inciter les gens à y aller. Assis à donner dans un premier temps, de vivre de ça. Et en même temps, permettre aux gens de comprendre l'importance même de la chose. Parce que ceux qui produisent, on leur donne la valeur. Enfin, on les encourage à produire parce qu'il y a l'argent dedans. Et en même temps, ceux qui ne veulent pas aller, les inciter à venir. C'est à deux niveaux. Donc, je pense bien qu'à ces deux niveaux, si c'est vrai qu'on augmente et que la production comment l'appelle-t-on, elle est abondante et que ça puisse arriver mais à ce qu'il y ait des excédents, c'est ce que j'ai développé avant, il y a des excédents après la consommation qu'on puisse exporter, ça peut être du bien. Moi je suis d'accord avec entre-temps le fait qu'une politique qui a été développée ici, qu'on dise donc qu'on arrête les exportations, les exportations du maïs, puisque même il y avait des descentes musclées où on avait même pris un camion qui avait chargé des tonnes on avait arrêté, on a sanctionné. Je crois que c'est pour décourager parce que vous connaissez, quand on dit il y a exportation des produits vivriers, parce qu'ailleurs ça se vend cher. Et quand ça se vend cher, il faut faire la politique du protectionnisme. Il faut faire le protectionnisme parce que quand il n'y a pas ça, vous allez évader vos produits et finalement les gens qui vont... C'est de ça que j'ai développé en disant tantôt que si nous ne savons pas faire et que nous donnons de l'importance aux produits de rente, du jour au lendemain, vous allez voir que les agriculteurs vont abandonner même les produits de première nécessité, donc le maïs, le riz et tout ce que vous connaissez, qui est très important ou qui devient une denrée, enfin un produit de première nécessité pour nous les Togolais. Et donc, à ce niveau, ces deux niveaux doivent être pris en compte d'ailleurs parce qu'il faut augmenter les prix de ces produits pour amener les gens à s'y adonner, pour inciter les gens à s'y donner au secteur et en même temps inciter ceux qui y sont déjà, les encourager également à produire plus parce que quand tu en as tu as une grande quantité, ça te profite et tu as de l'argent et ça peut aussi permettre à la génération peut-être profiter de ces productions-là. Et donc, à mon avis, le chef de l'État doit prendre, il doit avoir des techniciens qui doivent accompagner le secteur. Il faut élaborer des politiques parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas le problème climatique et les problèmes climatiques. Ça ne manque pas. Maintenant, comment faire pour que nous connaissons
ce que c'est que le climat aujourd'hui, avec des aléas. Vous ne pouvez pas tenir compte de la saison aujourd'hui pour produire. Parce que vous allez, les calculs vont être faux. Parce que seront faussés. Parce que du jour au lendemain, la saison n'est pas celle que nous avons connue. On calculait à l'époque, on disait qu'à partir de... On avait 4 saisons vers le sud ici. Maintenant, pratiquement, ça devient 2 saisons. Puisqu'il ne peut plus, il n'y a pas une deuxième saison vivante que nous connaissons de par le passé. Surtout si nous prenons même la région maritime. La région maritime. Il y a la saison, il y a eu des pluies jusqu'à la fin. Il y a eu des pluies. Mais bon, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut faire remarquer que quoi qu'on dise, ça c'est un souhait pour nous véritablement de ne pas toujours pratiquer une agriculture saisonnière. Mais ce qui est qu'aujourd'hui nous y sommes. Et justement, lorsque vous prenez les agriculteurs, c'est très difficile que lorsque nous repartissions l'année, qu'on dit vraiment, nous sommes à cette saison et que l'agriculteur dise non, je reste. Pendant l'autre saison où on va commencer le coton, c'est en ce moment que je m'engage. C'est en cela que je dis que quoi qu'on dise, de toute façon, l'agriculteur, c'est son job. Étant donné que c'est l'agriculture saisonnière, à partir du moment où la saison arrive, la production qui est adaptée, chacun y fait. Ça part. Toujours. Vous allez partout, c'est comme ça. Et maintenant, le moment venu où on va pratiquer l'autre, chacun aussi s'y adonne. Donc, justement, cet aspect de la chose, de mon point de vue, n'est pas une réalité. Sauf qu'il faudrait quand même que ces politiques-là soient incitatives à tous les niveaux, permettent à ceux qui feraient peut-être 1 hectare. Puis, en tout cas, là où on cultive toujours le maïs, puisque moi, je le dis parce que je suis d'une population agricole. Là où nous produisons le maïs, que ce soit 5 hectares, c'est sur ces 5 hectares-là que nous allons encore produire le coton. Oui, non, ce que nous disons, je suis d'accord avec le professeur, mais ce que je développe, ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est-à-dire que, je parlais tantôt des problèmes climatiques, enfin, les aléas climatiques. Si par exemple, on n'accompagne pas la population pour leur dire que la saison n'est pas celle que nous avons connue il y a cela longtemps, parce qu'il faut annoncer. Puisque les populations attendent peut-être informer justement des changements climatiques. Et puis, le gouvernement aussi doit mettre des politiques devant pour qu'il y ait la pluie ou pas, qu'on puisse avoir de la solution. C'est l'intérêt de la ZAP. Justement, voilà. C'est l'intérêt de la ZAP. Voilà, des ZAP, justement, des zones aménagées. Vous voulez parler des zones aménagées. Non, même au-delà de l'État, mais vous allez prendre les agriculteurs aujourd'hui, ceux qui sont dans, vous allez constater qu'au niveau des plateformes, certains qui vous avertissent que voilà, ils ont tel au niveau de leur ferme, mais ils ne pratiquent pas l'agriculture saisonnière. Là-bas, il y a des forages qui sont là, donc eux, à tout moment, ils font de la production. Même le maïs frais. Oui, le maïs frais, c'est ce que nous disons. Ça dit qu'à ce niveau, il faut un accompagnement. Il faut vraiment que l'État mette les moyens dessus. Parce que dans ce sens-là, quand on dit, il y a peut-être qu'on fait, comment on appelle-t-on, il y a des zones qu'on aménage pour faire la retenue d'eau, qu'on puisse utiliser pour irriguer les champs en saison et tout. Je crois que c'est des points. Il faudrait dire que le sol lui-même est de l'eau, le sous-sol. Oui, mais quel que soit les cas, c'est seulement les investissements. Vous allez constater que quel que soit le lieu, sauf que lorsque vous prenez au niveau des forages, seulement ça va demander beaucoup de coûts. Il y a toujours de l'eau partout. Il y a toujours de l'eau. Maintenant, le coût qu'on va te demander là où peut-être voilà, ce n'est pas une pratique humaine. Et les matériels qu'il faut utiliser, voilà, qui viennent donc font que c'est le coût qui augmente. Mais quoi qu'il en soit, la grande majorité, beaucoup ont compris, ceux qui sont investis de l'argent pour véritablement faire, ont compris. Mais la grande masse, c'est la population. On restera toujours sur l'agriculture saisonnière. Décidément, ce sujet que j'ai failli banaliser a pris suscité beaucoup et il le fallait parce que un chef d'État qui s'investit dans un secteur aussi prioritaire, ce n'est pas n'importe quoi. Et il fallait le dire, et vous l'avez dit. Certains se posent la question d'ailleurs de voir si longtemps vers les états généraux de l'agriculture, d'autres se demandent si au lieu de ces forats organiser ça et là, il n'aurait pas été mieux d'organiser carrément les états généraux de l'agriculture. Dans tous les cas, je crois qu'il faut commencer quelque part et finir quelque part. Le temps nous poursuit. Notre sujet qui est toujours à l'agenda du chef de l'État. Disons que le chef de l'État n'est pas de tout repos depuis quelque temps. Quelques jours avant le forum, Fort Esozna Niasmbe a rencontré
les directeurs régionaux des services déconcentrés dans le cadre de la réalisation des projets prioritaires du gouvernement, prioritaire de son mandat 2025. C'est ce que l'on apprend des journaux comme Le Canard Indépendant, L'éveil de la Nation, Écho du Pays, et pourquoi pas les vôtres, pour ne citer que ces journaux, et peut-être aller plus loin. On en a également lu sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, il paraît que le chef de l'État n'a pas été du tout tendre face à ses interlocuteurs, les directeurs régionaux des services déconcentrés, à qui il a sonné. Oui, courant semaine qui est fini, c'était le débat sur beaucoup de chaînes, oui. Parce que cette rencontre a été décutée, et puis les gens ont fait des analyses liées à cela, pourquoi et tout. Nous avons salué, moi particulièrement j'ai eu à saluer cette initiative, ouais. Parce que à un moment donné, le chef de l'État a compris que pour atteindre sa politique gouvernementale 2025, il faut être proche de sa population, il faut aller écouter de vive voix et puis discuter directement, c'est-à-dire faire des échanges avec les responsables qui sont locaux, voilà, les responsables locaux, pour prendre en compte pour envisager justement ce qu'il y a à mettre en place pour atteindre les objectifs de cette feuille de route-là. Je crois que dans ce sens, le chef de l'État, c'est la première initiative, et moi je l'appelle descente inopinée, parce que ce n'était pas dans son programme établi. Tout à fait. Et il a fait avec 3 régions qui sont regroupées à Kara, je crois, c'est Savane, Kara et puis Centrale. Et il a promis aussi le faire dans les autres régions. Oui. Je crois que dans ce cadre-là, le chef de l'État a eu à discuter directement avec les responsables de ces services-là et a eu, et parce que c'est des échanges directs, eux aussi, ils ont posé le problème qu'il fallait, les difficultés inhérentes à dans leurs différents secteurs. Oui. Et le chef de l'État a pu comprendre que vraiment cette initiative, il prendra des dispositions qui s'imposent pour relever un certain nombre de défis par rapport à la mise en œuvre de cette feuille de route gouvernementale. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut l'implémenter. Il faut aussi que ça ne s'arrête pas que là, après les avoir écoutés, échangés avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le rythme, enfin, c'est la grande question, c'est le rythme ainsi. C'est l'interrogation primordiale qu'il faut maintenant envisager. Il ne suffit pas de venir écouter avec les gens, discuter, que ça s'arrête là. Maintenant, quand lui, il a pris l'initiative de dire que non, qu'il a écouté, c'est bien, il revient au chef de l'État, à son gouvernement, d'envisager à différents niveaux, comme je le disais, puisque les directeurs régionaux de tous les services déconcentrés, ça veut dire qu'ils étaient là. Donc ça veut dire que c'est eux qui rencontrent les problèmes sur le terrain. Chaque service déconcentré a un ministère. Et à chaque niveau, il y a des difficultés. Si le chef de l'État a pris le bâton de pèlerin et il est allé rencontrer ces personnes, ces directeurs, c'est parce qu'il a voulu écouter ça directement. Il a écouté directement et rencontrer, discuter directement avec ces directeurs régionaux-là et prendre des mesures qui s'imposent au niveau des différents ministères pour envisager ce qu'il faut envisager pour pouvoir retrouver apporter réponse à ces questions qui seront posées ça et là. Moi, à mon avis, c'est une bonne initiative, on l'encourage. Et aussi nous souhaitons justement que à travers ces échanges-là, qu'il faut capitaliser quelque chose. Il faut arriver à trouver une formule juste pour répondre pour donner des réponses à ces inquiétudes qui sont posées ça et là. Adam, disons que c'est le gouverné autrement de Faure Gnassingbé et de son gouvernement qui est en marche. Oui, naturellement, vous savez, ce feu général Yadema qui nous avait surpris donc avec cette descente inopinée au niveau des administrations, lui le faisait directement dans certaines administrations qu'il essayait donc de visiter. Et je pense que au niveau, lorsque vous prenez la rigueur estimée avec la feuille de route gouvernementale, pour ceux qui côtoient un certain nombre de ministres, ils savent véritablement que c'est un agenda assez rude qui leur est imposé. Mais au même moment, ce n'est toujours pas évident qu'on ne puisse véritablement donc
avoir la même rigueur au niveau de chaque service déconcentré dans les régions. Je pense que, au regard d'un certain nombre d'expériences, le chef de l'État a jugé opportun de pouvoir rencontrer directement ces gens-là, puisque ce n'est toujours pas évident qu'on ait les mêmes remontées qu'on aurait bien souhaité, et c'est toujours bon de pouvoir rencontrer ces acteurs-là, qui sont en fait les acteurs de premier plan avec la population. C'est eux qui les côtoient, c'est eux qui rendent des services. Et pour la plupart du temps également, au sein de la population, beaucoup sont ceux qui estiment que au niveau même de la rentabilité en ce qui concerne l'administration publique, ce n'est toujours pas ça. Les gens ont toujours critiqué beaucoup de services. Voilà, des gens qui estiment que aujourd'hui les gens se comportent dans les administrations comme s'ils étaient dans leur épicerie. Or, vous êtes des serviteurs de la nation. Donc il faudrait que Faure Gnassingbé lui-même voit, puisque lui-même il a eu à plusieurs fois exprimé disons ce sentiment de serviteur à l'égard des populations que nous sommes. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse donc laisser les services déconcentrés qui ne le trouvent pas ainsi. Donc lorsque l'ordre vient directement du numéro 1 togolais, ils savent véritablement que certains aspects ou certaines rigueurs exprimées par leur ministre n'est pas fondamentalement de leur émanation, mais sont en train de mettre en place ou de mettre disons sur orbite un politique exprimé par le numéro 1 togolais qu'il essaie donc de leur dire. Puisque pour certains, ils estiment que certains ministres exagèrent. On ne va pas quand même citer des noms, mais il y a certains qui estiment que certains ministres exagèrent. Tout à fait. Or, ce sont des instructions directes qui viennent d'en haut. Parce que cette rigueur implémentée d'en haut, c'est ce que les ministres là, et ces militaires appliquent à la lettre. Donc il faudrait quand même que le chef de l'État le leur dise. Donc moi je pense que ce qui s'est passé au niveau de la région de la Kara avec ces services déconcentrés là, le chef de l'État, quant à ce qui concerne son agenda, c'est vrai qu'il serait un souhait que cela puisse être le cas dans toutes les régions. Mais ces services-là sont les mêmes services qui se trouvent dans pratiquement toutes les régions. Et je pense que les mêmes conseils qui sont donnés là-bas valent quand même pour toutes les régions. Donc on n'a pas fondamentalement besoin de parcourir toutes les régions. Chacun a compris le bien fondé. Il faut nuancer. C'est le souhait. Il faut nuancer parce que vous savez, les services déconcentrés des régions, par exemple, les difficultés que la région de la Kara rencontre. Non, n'est pas la même vie. Oui, n'est pas la même chose. Ils ne sont pas en face des mêmes populations. C'est pourquoi il a envisagé avec nous, il est un peu. Non, c'est un souhait, comme je l'ai dit. Atteindre les autres régions là. Et pour écouter, voir est-ce qu'ils vivent les mêmes difficultés. Et maintenant, les solutions, je crois, comme il a dit lui-même, il a eu à le réitérer en disant que non, en rentrant ici, ce n'est pas pour l'applaudir, pour dire que le chef de l'État qui est là, non, mais il veut qu'un travail soit fait. C'est ce qui est important. À mon avis, il a l'obligation des résultats. C'est que les résultats lui préoccupent plus que peut-être les marchandages et puis tout ce que les gens racontent. Et surtout pour ceux qui le connaissent, il n'est pas des éloges. Il veut véritablement que les gens aillent à l'acte. Quand la population est contente, ça vous a dit que sa politique marche. Donc, il a voulu aussi, par cette rencontre-là, prouver aux gens qu'aujourd'hui, rien ne peut les empêcher parce que les gens disaient à l'époque que le chef de l'État ne parle pas, il ne sort pas, il ne fait pas aujourd'hui. Vous savez, il est parti discuter avec les paysans, il discute avec les... Donc actuellement, c'est une politique autrement, à mon avis, par rapport au chef de l'État parce qu'il ne le faisait pas avant. Ne cachons pas les choses. Le chef de l'État ne descendait pas comme ça. Ça veut dire que son programme 2025 le tient à cœur. Et il faut forcément qu'il arrive à ses objectifs, à atteindre ses objectifs. Et je crois qu'il a changé de paradigme. Je crois que c'est une joie. Les gens commencent à applaudir. Les gens applaudissent toujours pour dire que le chef de l'État qu'on a connu hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc, c'est bravo à lui. On doit continuer dans ce sens. Bravo à lui. À la population. Donc, encourageons-le dans sa politique. Et attendons toujours de voir les retombées de cette politique-là
J'aurais bien souhaité qu'on fasse l'histoire du Togo. Le Togo, pays des dates historiques, 13 janvier 1963, 24 janvier 1974, 2 février 1974, 27 avril 1960, etc., etc. Voilà, entre autres dates qui ont marqué l'histoire du Togo, des dates diversement appréciées par les générations conscientes et selon qu'on passe d'une gouvernance à une autre. Et les dates qui font plus parler d'elles, ce sont celles du 13 janvier et du 27 avril. 13 janvier qui marque l'assassinat du premier président du Togo indépendant et celle du 27 avril qui célèbre l'indépendance du Togo. On aurait bien voulu vous entendre sur cela, mais le temps qui nous est imparti, je voudrais vous entendre un peu sur un sujet international. Et la guerre ukraino-russe ou russo-ukrainienne qui, semble-t-il, est en train de prendre une nouvelle allure et on peut se poser la question de savoir si l'on tend inexorablement vers une troisième guerre mondiale. À qui juste une minute chacun pour se prononcer là-dessus, Adam. Moi je pense que cette troisième guerre mondiale, de mon point de vue, à part qu'elle soit létale et en fait une confrontation directe entre les États, est d'actualité, de toute évidence. Puisque aujourd'hui vous allez voir que ce n'est pas des jeux d'alliance, chacun s'est mis dans la guerre, que ce soit les alliances avec la Russie, pour ceux qui sont pour la Russie, et les alliances avec les pays occidentaux, pour ceux qui sont... Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous allez constater que c'est beaucoup plus expressif pour la simple et bonne raison que la demande en termes d'armes beaucoup plus sophistiquées au niveau même de l'Ukraine, qui, de mon point de vue, entre-temps divisait ces pays occidentaux, n'est plus d'actualité. Actuellement, pratiquement tous s'accordent sur le fait qu'il est évident de pouvoir donc fournir, disons, ces armes plus sophistiquées là à l'Ukraine. Et même également, certains même prennent part à cette guerre-là aux côtés de l'Ukraine, indirectement, donc sur le terrain. Donc je pense que nous y sommes, sauf que il y aura quand même autre acronyme pour le qualifier, comme on l'a connu avec la guerre froide, comme on l'a connu avec... Donc je pense que les spécialistes y travaillent et je pense qu'on trouvera l'acronyme qui s'y adapte le mieux. Tout à Sinon, fait. nous y sommes. Nous y sommes, on me fait suivre le temps. Mais je voudrais bien écouter... Non, oui, en quelques secondes, en quelques secondes par rapport à cette question. Je crois que c'est vrai, quand vous voyez la guerre en Ukraine aujourd'hui, elle prend beaucoup de tentacules. Et puis, les gens estiment que c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Voilà, non, c'est ça. Et maintenant, les jeux d'alliance sont créés. Mais cette guerre, comme il a dit, il faut trouver un autre nom. Est-ce que c'est une guerre, troisième guerre mondiale? Je ne saurais le dire. Mais dans tous les cas, même ça atteint l'Afrique. L'Afrique aussi bien sûr, mais bien sûr, éviter des gens. Regarde, ça nous divise lorsque nous prenons. C'est un peu compliqué, mais je me dis que c'est déjà une guerre ouverte, mais sera rangée autrement parce que les grandes puissances ne sont pas encore prononcées, mais le fait de façon assourdine. C'est-à-dire que dans l'ombre, ils sont en train de pouvoir mener des... Je ferai un effort de trouver un historien sur ce plateau, pourquoi pas, pour qu'il nous explique encore davantage les tenants et les aboutissants et surtout les conséquences à court, long ou moyen terme de cette guerre qui fait déjà 1 an. C'est sûr, c'est vu et constaté de ce côté de l'Ukraine que prend fin cette messe de cette semaine d'aujourd'hui. Donc, que je vous remercie d'avoir suivi avec intérêt. Merci à mes confrères ici présents qui se sont dérobés de leur occupation par cet anti-cours pour répondre à notre invitation. Merci à l'équipe technique, Match Ibrahim et Emmanuel Labou. Sur ce plateau, vous avez de la gauche à ma droite, Adam Agronou, le patron du journal Vision d'Afrique en double version, également en double version, le symposium avec Mayaba Komi, à qui je dis encore une fois merci. Merci, bonne fin de semaine à toutes et à tous. On se retrouve par la grâce de Dieu dimanche prochain autour d'autres sujets. Et on se sépare sur cette pensée de Blaise Pascal
qui je cite, la justice sans la force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Blaise Pascal, la justice sans la force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Oui. Et la force sans la justice est accusée, nous dit Blaise Pascal. Bonne invitation et à dimanche prochain.